Bonsoir à tous. Merci pour votre écoute sur ce sujet, sur le logement. Je vais pas trop nécessairement m'appuyer sur la présentation, sauf sur quelques exemples, mais en fait sur Besançon, quand j'ai eu l'opportunité justement de travailler sur le sujet du logement, la première question qu'on a pu se poser, que ce soit à Grand Besançon ou à la ville de Besançon, c'est pourquoi il faut faire du logement, parce que ça paraît pas évident à première vue. Est-ce qu'il faut faire du logement, et s'il faut en faire, combien il faut en faire? Donc ça, c'est la première question qu'on s'est posée. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans la salle sont très très probablement tous logés. Et donc quand on parle du logement et qu'on dit qu'il faut faire du logement, c'est pas évident, parce qu'en fait, ce soir on rentre chez nous, on est très probablement dans cette salle tous logés ce soir quand on va dormir, et on se dit pourquoi faut faire du logement? Donc ça, c'est la première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi. Ensuite, on a essayé de répondre à cette question. Il se trouve que la réponse est oui, il faut en faire. J'y reviendrai dessus après. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est combien. S'il faut en faire, combien il faut en faire. Si le chiffre est positif, en l'occurrence il l'est, j'anticipe un petit peu, mais l'autre question qu'on s'est posée, c'est où est-ce qu'il faut le faire. Et ensuite, une autre question qu'on s'est posée, c'est pour qui, à destination de qui. Et la dernière question qu'on s'est posée ensuite, c'est comment. C'est-à-dire quel type de logement il y a besoin de faire et comment on le fait, avec quelle qualité, avec quel choix, quels critères on le fait. Donc je vais découler justement ces éléments. Et la première question que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est le pourquoi. Alors le pourquoi, il existe parce que, en fait, ça tombe bien, j'avais pas vu les slides en plus, mais les slides de juste avant montrent une population qui est grosso modo constante sur la ville de Besançon. L'échelle était pas la bonne taille, mais en fait, si on remet une échelle de 0 à 120 000, les niveaux ils sont tous au même niveau. Et sur Grand Besançon, ça augmente très légèrement. Grosso modo, c'est à peu près 1000 habitants par an. Voilà, on voit, hein, c'est à peu près ça. On voit entre 2016 et 2022, vous voyez, plus 5000. Bon, il y a eu 6 ans, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est plus 1000 habitants par an. Donc sur Grand Besançon, il y a besoin de construire du logement puisqu'il y a plus 1000 habitants par an. Ça, c'est facile à comprendre, c'est rationnel, on comprend, il y a des gens qui arrivent, il faut les loger, fin de l'histoire. Par contre, sur Besançon, c'est pas même si la population elle est constante. Et faut voir, vous voyez, hein, le plus bas, c'est 113 000, le plus haut, c'est 121 000. Grosso modo, ça bouge quasiment pas. Hein. Enfin, il y a un petit peu de variation, mais en fait, ça bouge quasiment pas. Par contre, un point qui est important, c'est que vous voyez, en 1968, on a 113 000 habitants. En 2022, on est à 120 000, il n'y a que 7 000 habitants d'écart, et pour autant, la production de logements elle a énormément évolué entre les deux. Je vais prendre un autre exemple, en 1999, on est à 117 000, enfin 118 000, et on est à 120 000 en 2022. Et entre les deux, entre 1999 et 2022, il a fallu produire énormément de logements pour une raison très simple, c'est la mécanique du desserrement des ménages. En 1990, on était à peu près à Besançon 2,3 personnes par ménage. Et là, sur le dernier recensement de 2022, on est 1,58. Donc, il faut imaginer, vous ferez le calcul, mais grosso modo, il faut 40% de plus de logements pour loger exactement la même population. Avant, il y avait 2,3 personnes dans un logement, maintenant il y en a 1,58. Donc, ça a été quasiment divisé par deux, enfin, c'est moins 40% en gros ce qu'il faut retenir. Donc, il faut construire plus 40% de logements pour accueillir la même population. Donc ça, c'est le premier point, c'est un point qui est pas, quand on ne le dit pas, qui n'est pas forcément évident, parce qu'on n'y pense pas, et c'est dû à plusieurs choses, parce que l'urbanisme est extrêmement lié à la sociologie humaine, et en fait, c'est la sociologie et les comportements humains qui modifient l'urbanisme. C'est pas le contraire, c'est pas l'urbanisme qui décide de faire des choses pour modifier le comportement humain. Moi, je considère que l'urbanisme, il doit s'adapter au comportement humain. Et là, le comportement humain, il est dû à plusieurs choses. Il y a des statistiques très précises générationnelles sur, par exemple, les divorces. Dans les années 30, quasiment aucun divorce. Dans les années 60-70, un petit peu, mais vraiment, ça reste très très léger. Dans les années 90, ça commence, j'aime pas trop ce terme, mais à se démocratiser. Le terme n'est pas adapté, mais vous avez compris. Et puis maintenant, il y a quasiment 1 sur 2 qui divorce. Et juste cette mécanique, elle a un impact sur l'urbanisme d'une ville qui est monumental. Parce qu'en fait, avant, vous logiez les personnes dans un logement, et aujourd'hui, vous les logez dans 2, puisqu'il y a 2 familles. Et en plus de ça, s'ils ont des enfants, il faut à chaque fois 2 chambres pour les enfants, puisqu'il faut reloger les chambres 2 fois, donc il faut reloger les enfants 2 fois. Donc ça, c'est un énorme impact. Après, il y a d'autres mécaniques.
les étudiants font des études plus tard, donc statistiquement, même si on a certains en colocation, ils vivent seuls. Donc ça, c'est des personnes également qui ont besoin d'un logement pour une personne. Et puis ensuite, sur les personnes qui sont plus âgées, il y a des personnes aussi qui sont veufs ou veuves, et ça, statistiquement, ça augmente aussi, et donc c'est des personnes qui vivent seules dans un logement. Donc toutes ces mécaniques sociales, elles ont un impact sur l'urbanisme. Et cet impact sur l'urbanisme fait que pour une même population, vous avez besoin de produire plus de logements. Donc on est arrivé à ce constat. Ce constat, il n'est même pas fait par la ville de Besançon ou par notre agglomération, il est national, c'est une tendance globale, mais malheureusement, elle s'applique et donc il faut y répondre. Ensuite, on est allé, je ne vais pas vous détailler les chiffres, parce que les chiffres, c'est pas forcément hyper intéressant, mais on est allé se poser la question de, une fois qu'on a constaté ça, quel est le besoin réel, rationnellement? Est-ce qu'il y a besoin de faire 10 logements par an sur Besançon? Est-ce qu'il y a besoin d'en faire 1000? Ou est-ce qu'il y a besoin d'en faire 500? Donc ça, on s'est basé sur différentes statistiques, et ces statistiques, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées ou faites en interne, on a recoupé les données, on s'est basé sur les données de l'INSEE, on s'est basé sur des cabinets privés qui nous ont accompagnés, et on s'est basé sur nos données qu'on avait en interne à la ville de Besançon, et grosso modo, à chaque fois, on retombe entre 400 et 500 logements à produire pour accueillir la population qui est déjà sur le territoire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ambition de développer le territoire et dire demain Besançon ça va être 250 000 habitants. C'est pas du tout l'objectif de la ville de Besançon. L'objectif c'est de dire les gens qui veulent vivre à Besançon et qui veulent y rester, il faut qu'ils puissent le faire. C'est juste ça. Donc maintenir la population. Éventuellement on le voit sur la CAGB, donc pardon sur Grand Besançon Métropole, il y a une légère augmentation, donc c'est accueillir le petit surplus de nouveau. Donc on est arrivé à ce chiffre. Et une fois qu'on a répondu à la question du combien, on est passé à la question du où et du pour qui. Ça, on l'a fait un petit peu en même temps. Je vais commencer par le pour qui. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a une diversité des besoins, puisqu'il y a des jeunes, il y a des jeunes couples, enfin, ça a été montré juste avant, il y a différentes typologies de personnes. Et du coup, souvent, moi j'aime pas trop ça, mais quand il y a des échanges sur le logement, on utilise le terme du logement. En fait, on ne devrait pas utiliser ce terme, on devrait dire des logements, parce que du logement, c'est générique, ça répond à personne, ça répond à la fois à tout le monde et à la fois à personne. Alors que des logements, c'est beaucoup plus précis. Il y a des logements pour des étudiants, des logements pour des jeunes couples, des logements pour des jeunes couples qui viennent d'avoir des enfants, des logements pour des couples qui, leurs enfants viennent de partir en études, des logements pour des personnes plus âgées, enfin voilà, toute la stratégie. Donc là, vraiment, il y a une question de parcours résidentiel sur notre territoire, et comment on fait en sorte qu'un jeune qui vient étudier sur Besançon, parce qu'une des autres statistiques, voilà, ça c'est hyper parlant. Pourquoi il y a plein de personnes entre 15 et 29 ans? Parce qu'il y a l'université et parce qu'il y a des centres de formation. Ça se résume que à ça, hein, vraiment. Et ensuite, le constat, il est simple, c'est que les jeunes font leurs études, et 30 à 44, hop, ils s'en vont, parce que le loyer est trop cher, parce qu'ils trouvent pas de logement, ça a été montré sur la vacance juste après. Et donc du coup, comme ils trouvent pas de logement, ils sont obligés de partir pour trouver du logement ailleurs. Et ça, j'y reviendrai, mais quand ils partent, il y a le sujet qu'ils partent d'une ville, ça c'est quand même dommage qu'ils partent de la ville de Besançon, mais il y a aussi un sujet social et un sujet environnemental, mais j'y reviendrai après. Et donc en fait, le pour qui, c'est répondre à toutes ces 30, enfin 0,14, on s'y soucie, mais quand on se soucie de 30-44, on se soucie de 0,14 en fait, indirectement. Donc 0,14, je le mets de côté, et en fait on se soucie des gens effectivement de 15 jusqu'à la fin de leur vie pour leur proposer tous les types de solutions. Donc pluralité des problèmes de logement, pluralité des solutions, c'est ce qu'on essaye de proposer, mais je reviendrai avec des exemples concrets juste après. Et malheureusement, on le voit aussi, c'est qu'il y a quand même des personnes qui restent après l'université sur Besançon, parce qu'ils aiment encore sortir, même si c'est leur premier emploi, etc. Et il y a un constat qui est encore plus fort, qui n'est pas sur ce schéma, c'est qu'une fois qu'ils ont des enfants, dès que la famille grossit, ils sont quasiment obligés de partir parce qu'ils ne retrouvent pas le logement qui sont adaptés à leurs besoins pour avoir 3 chambres, 4 chambres, ou alors ils n'en ont pas les moyens financiers. Et donc ça, c'est également un vrai sujet, et on essaye de construire un parcours résidentiel pour faire en sorte qu'une personne qui souhaiterait vivre sur Besançon, elle puisse le faire toute sa vie. Bien entendu, une personne qui souhaite partir vivre à la campagne, en Haute-Saône, etc., elle peut le faire aussi. L'objectif, c'est pas de retenir les gens, et l'objectif, c'est juste de garder les personnes qui veulent continuer à vivre sur la ville de Besançon. Donc cette question du pour qui, j'y réponds en partie, mais j'y reviendrai dessus. Et ensuite, on s'est posé la question du où. Je me permets, Gérard, si ça ne vous dérange pas. J'avance un peu, parce qu'il y a peaux qui sont un peu lourdes. Et en fait, la question du où, elle est compliquée parce que où est-ce qu'on va faire du logement? Bon,
la première chose qu'on s'est dit, c'est on va éviter de faire du logement sur des terrains naturels et sur des terrains agricoles au maximum, parce que on l'a vu l'année dernière à la même époque, enfin il y a 13 mois exactement, manifestation des agriculteurs, il y en a encore récemment, donc il faut protéger quand même ces terrains. Il y a quand même un impact de biodiversité, on en parle de plus en plus. Par contre, il y a une chose dont on parle peu, c'est que quand on parle de carbone, souvent on passe à la forêt stocke du carbone, mais en fait un terrain qui est non urbanisé dans son sol, il stocke autant de carbone qu'une forêt. Donc ça, c'est hyper important quand vous urbanisez un terrain, quand vous faites le choix d'urbaniser un terrain. Techniquement, vous relâchez du carbone puisque le terrain n'a plus son rôle de stockage. Un terrain qui est comment, agricole ou naturel n'a plus son rôle de stockage. Et quand vous l'urbanisez, bah, vous relâchez du carbone, donc c'est un impact carbone. Donc ça, c'est un sujet important. Et donc, il faut réfléchir à comment on vient définir les terrains où on vient construire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est où on le fait par rapport à quels aménagements. Donc ça, c'est la question de l'aménagement urbain globalement. Il y a une étude qui est sortie très récemment sur La Rochelle, qui doit avoir 3-4 mois, je crois, enfin, c'est vraiment très récent. Et cette étude, elle est passionnante parce que d'habitude, on traite les sujets de logement et de mobilité de manière complètement décorrélée. En gros, on dit au logement, il faut des logements performants qui émettent peu de gaz à effet de serre, type DPE-A, pour les personnes qui connaissent un petit peu le diagnostic énergétique, DPE-A, DPE-B, et on fait la chasse aux sorcières des gens qui ont des DPE-G, DPE-H, alors que soit dit en passant, c'est souvent les plus démunis, etc. Mais je reviendrai sur ça après. Et donc on fait de plus en plus des logements performants. Besançon est plutôt en avance sur le sujet, mais honnêtement, toutes les villes jouent le jeu. Enfin, sur ça, tout le monde fait le bon élève. Sur la construction neuve, les performances énergétiques sont plutôt bonnes en France. Par contre, il y a un lien qui n'est pas fait avec la question de la mobilité. C'est qu'ensuite, on fait des études sur la mobilité en se disant bon, bah, ok, il faut faire en sorte que les gens, via leur mobilité, utilisent le moins possible, enfin, émettent le moins possible de gaz à effet de serre. Et en fait, l'étude-là, elle est intéressante parce qu'elle croise les deux éléments. Ils ont fait des statistiques sur 40 ans, sur 4 villes. Donc on voit La Rochelle à gauche, hein, c'est coupé sur l'image, mais on voit La Rochelle à gauche. On voit Dompierre, qui est une commune qui est quasiment limitrophe, comme si c'était Serres-les-Sapins. On voit une commune un peu plus loin, Yves, qui est un peu comme si c'était Pelousé. Et puis Saint-Vite, par exemple, un peu plus loin, c'est Genouillé, on ne voit pas sur l'image, mais voilà. Et en fait, toutes les petites tâches que vous voyez, c'est la consommation de carbone des ménages. Et quand c'est clair, donc quand c'est bleu ciel, c'est-à-dire qu'ils consomment peu de carbone, enfin qu'ils émettent peu de carbone, et quand c'est plus foncé, ils émettent plus de carbone. Et c'est par rapport à quels critères? C'est par rapport à deux critères, c'est les critères d'émission de carbone du logement et les critères de mobilité. Et en fait, ce qui est extrêmement parlant dans cette étude, c'est que vous avez beau avoir un bâtiment qui est en A, situé à Genouillé, donc on voit en bas à droite, ou un bâtiment qui est situé en H à La Rochelle, au bout de 40 ans, même avec un bâtiment qui est H, vous aurez consommé plus de carbone en habitant au centre-ville parce que vous aurez eu moins de mobilité, moins de déplacement, moins de flux, etc. que d'habiter. Oui, vous aurez mis moins de carbone, pardon. Excusez-moi. Que d'habiter par exemple à Genouillé, qui est, pour vous dire, c'est à peu près 20 km l'échelle. Que d'habiter à Genouillé, sur lequel vous avez un impact carbone qui est quand même plus élevé. Et je vais juste me lever une minute, après je vais me rasseoir, je vais vous montrer quand même un exemple qui est hyper parlant. En fait, c'est facile de deviner le réseau de transport en commun à La Rochelle, parce qu'il y a des petites tâches, il y a des petites tâches à des endroits. Et en fait, les endroits là, c'est les gares qui emmènent à La Rochelle. Ou alors c'est le tram pour la partie nord. Enfin, c'est un bus en site propre, pardon, c'est pas un tram. En fait, ça montre bien une chose, c'est qu'il faut essayer en urbanisme, et aussi sur la question du logement, de ne pas traiter le logement de manière décorrélée de la mobilité. Il faut vraiment faire un lien sur le sujet, parce que vous avez beau sortir le logement le plus performant du monde, si vous le sortez au mauvais endroit, d'un point de vue carbone, ça sera perdant au bout de 40 ans. À l'instant T, ça marche, au moment où il sort, il n'émet pas de carbone, mais au bout de 40 ans, il y a des gens qui vivent à l'intérieur, donc il faut faire le lien avec ça. Donc ça, c'est un point important, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment guidé notre point de vue sur le développement et sur la question du où. Donc on a développé sur Besançon sur Grand Besançon cette ligne directrice, et on a essayé de l'appliquer et de la corréler sur Besançon. Donc on a fait d'autres études, une étude très récente sur Besançon que la ville a faite, c'est le nombre de voitures par ménage. Le nombre de voitures par ménage à Besançon, il est de 0,93. C'est-à-dire que pour un logement, il y a 0,93 voitures. Grosso modo, vous pouvez retenir 1. Et sur la périphérie, n'importe quelle commune, en moyenne, on est à 1,8, pour être très précis. Donc on est au double. Donc en fait, que vous le vouliez ou non, si vous habitez sur la périphérie, statistiquement, vous avez 2 fois plus de voitures que sur Besançon. Moi, fondamentalement, je ne suis pas contre la voiture, j'en ai une, je l'utilise, il n'y a pas de sujet sur ça.
Mais en fait, le lieu où vous allez habiter, le lieu où vous avez à habiter, il fait un choix de vie de comment vous allez vous déplacer. Parce que j'ai fait une réunion publique à Fontaine il n'y a pas longtemps, et les habitants me disent pourquoi il n'y a pas plus de transports en commun. Moi, je vous le dis sincèrement, j'aimerais bien qu'il y ait plus de transports en commun à Fontaine. Une commune de moins de 1000 habitants, on ne peut pas développer un bus toutes les 6 minutes. C'est juste, enfin, ça marche pas, on n'a pas les finances pour faire ce genre de choses. Donc on fait passer des bus, il y a 2 bus le matin, 2 bus le soir. Il y a possibilité évidemment de réfléchir à en mettre plus, mais à Fontaine, il n'y aura jamais un réseau de bus qui sera suffisant pour faire descendre les gens qui habitent à Fontaine sur la ville de Besançon et pour faire en sorte que ça soit plus performant que la voiture. La voiture dans un village de moins de 1000 habitants, elle sera toujours plus performante que les transports en commun. Donc la question de l'urbanisme, elle est effectivement liée à ça. Un autre point qui est important, c'est que toutes les communes, elles sont à peu près 1,7, 1,8 sur la périphérie. Et la seule commune qui n'est pas à ce niveau, c'est la commune de Chalzol. Et en fait, c'est la seule commune qui a accès au tram sur les 68 communes de l'agglomération. Et elle redescend tout de suite à 1,4 voitures par logement. En fait, c'est hyper marquant. Et vous pouvez enfin, j'ai regardé des statistiques sur plein de territoires. En fait, à partir du moment où il y a du transport en commun, il y a des gens qui seront réticents à le prendre. Ça existe, ça fait partie des sociologies des personnes, etc. Mais à partir du moment où il y en a, mécaniquement, si c'est performant, les gens vont le prendre et l'utiliser. Et donc là, l'impact carbone diminue. Au-delà de l'impact carbone, parce que là je parlais de la question écologique, il y a la question sociale qui compte. Et pour moi, la question sociale, elle est quand même intimement liée avec le revenu des personnes. C'est ce qui classifie malheureusement socialement les personnes sur certains sujets. C'était évoqué sur le logement social juste avant, c'est les questions de revenus. La question sociale, aujourd'hui, vous achetez une voiture, il faut se dire que c'est à peu près entre l'essence, l'achat de la voiture, l'amortissement de la voiture, les assurances, il faut compter 5 000 € par an pour une voiture. Quand vous achetez un logement sur Besançon, admettons, vous l'achetez, vous allez avoir une voiture. Donc, une voiture, vous n'allez pas forcément la garder 20 ans, mais on va faire sur un délai de 20 ans, parce que c'est souvent le délai des amortissements des prêts. Quand vous empruntez pour acheter une maison, vous allez acheter pour 20 ans. Donc, en fait, votre voiture, quand vous habitez sur la périphérie, vous en avez deux. Une voiture sur 20 ans, du coup, elle va vous coûter 100 000 €. Sur la ville de Besançon, vous n'en avez qu'une, donc ça vous coûte 100 000 € sur la ville de Besançon. Sur la périphérie, ça va vous coûter 200 000 €. Donc en fait, même d'un point de vue rationnel, utilisation de l'argent, il vaut mieux se dire, je mets 400 000 € sur mon logement, sur la ville, enfin les chiffres, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais c'est le delta qui compte. Il vaut mieux mettre, par exemple, 200 000 € sur la ville de Besançon dans un logement, avoir une voiture en moins, souvent le prix de l'immobilier ne baisse pas, donc en plus vous aurez investi à un endroit et vous n'aurez pas perdu d'argent, que d'avoir deux voitures sur la périphérie et acheter une maison à 100 000 €. Parce que le delta, vous l'aurez perdu dans la voiture. Donc ça a un impact environnemental et en plus ça a un impact social. Et pour faire ça, il faut proposer des solutions aux gens. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a trop peu de solutions. Ça a été montré par le petit graphique et le petit diagramme en montrant qu'il y avait un taux de vacances qui était extrêmement faible. Donc du coup, il faut proposer des propositions de logement aux gens et leur demander où. Donc on a réfléchi à ça et sur Besançon, on a du coup développé 3 critères. Le premier critère, c'est de développer des grands projets urbains. Donc ça, on en a plusieurs, j'y reviendrai. Le deuxième critère, c'est de réhabiliter toutes les friches qui sont existantes sur la ville de Besançon, mais également sur le Grand Besançon Métropole. Ce que je vous dis, c'est bijectif. Hein. À chaque fois, ça marche sur Besançon, ça marche sur Grand Besançon. On a fait le raisonnement sur l'agglo. Et le troisième raisonnement, c'est de faire de la rénovation de l'habitat ancien ou insalubre, pour remettre des produits sur le marché. Parce que dans l'idéal, je vous ai parlé des mobilités, j'ai dit qu'il fallait mieux construire du neuf au bon endroit que de la rénovation au mauvais, mais l'idéal, c'est de faire de la rénovation au bon endroit. Ça, c'est quand même l'idéal. C'est-à-dire que vous consommez peu de carbone, vous rénovez, et en plus, vous êtes au bon endroit. Donc la première chose qu'on a fait, c'est faire de la rénovation. On a lancé 2 opérations. La première, c'est dans le centre-ville. C'est une opération qui s'appelle l'OPA RU, et en fait, on donne aux propriétaires privés, parce que faire de la rénovation, c'est aider des propriétaires privés à remettre sur le marché. Parce que la ville de Besançon, elle est pas propriétaire de logements. Il y a des bailleurs qui sont propriétaires de logements, mais la ville de Besançon n'est pas propriétaire de logements. Donc si on veut réhabiliter les logements, il faut aller voir le parc privé. Ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des propriétaires qui ne veulent pas remettre sur le parc pour tout un tas de raisons. Une d'entre elles, c'est souvent des indivisions. Quelqu'un qui décède, une indivision, il y a 4 enfants derrière, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça reste vide pendant des années. Prendre l'exemple du 2 rue de Pontarlier, que vous voyez probablement, c'est un bâtiment qui est vide depuis des années. Là, on est en train de travailler dessus pour le rénover parce qu'on a incité les propriétaires de le vendre pour le réhabiliter. Une autre raison, c'est des gens qui... Alors, c'est pas beaucoup, mais ils ont quand même un gros impact sur le marché. C'est des gens qui ont plein de biens immobiliers
Et quand vous avez plein de biens immobiliers, le fait d'en avoir des vides, ça vous permet de créer fiscalement du coup des pertes et du coup d'éviter de payer des impôts. Ça compense d'autres parties sur lesquelles vous gagnez des impôts. Donc il y a des gens qui préfèrent avoir des bâtiments. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Hein. Franchement, là, on est sur des strates un peu particulières. Il y a des gens qui préfèrent avoir des bâtiments vides parce qu'en fait, ça leur permet d'éviter de payer de l'impôt sur certains sujets. Ça, il y a un. Je vais pas, là, pour le coup, on rentre dans l'ordre privé, donc je ne vais pas citer les bâtiments. De rue Pontarlier, je pouvais me permettre de le faire, mais il y a d'autres endroits sur la ville où il y a des bâtiments qui sont vides. C'est juste des choix qui sont voulus. Donc ça, la ville, elle a décidé d'actionner un levier. Le premier, c'est de mettre... En fait, on a mis le bâton et la carotte, parce que je considère que juste taper, ça ne marche pas, il faut aussi proposer une solution. Enfin, pour moi, il faut proposer les deux. Le bâton, c'est de dire que si les gens qui veulent louer le logement, s'ils sont insalubres, on a mis ce qu'on appelle un permis de louer. Et si les logements sont insalubres, on va regarder à l'intérieur ce qui se passe. Si c'est trop de mauvaise qualité, on les empêche de louer. Ça, c'est la première chose. Par contre, on les empêche de louer, mais si on crée de la vacance, c'est pas bon non plus. Donc, on leur donne de l'argent pour faire en sorte qu'ils réhabilitent. Donc ça, c'est valable dans tout le centre-ville, dans les chapelets, etc. Et on réhabilite des logements comme ça pour trouver des solutions et pour remettre des logements sur le marché. Et on va le lancer également sur Palan-Torchamp pour faire de la réhabilitation sur Palan-Torchamp de la même manière. Et on essaye un peu de dupliquer sur différents quartiers. On ne peut pas tout faire d'un coup, pas parce qu'on n'en a pas l'envie, dans l'idéal on aimerait bien, mais après on est soumis aussi à des questions financières, on peut pas être partout. Donc on a fait des choix et on est allé sur les quartiers sur lesquels il y avait le plus de vacances. Donc en l'occurrence le centre-ville et Palan-Torchamp. Ça c'est le premier point. Malheureusement, faire de la rénovation, ça réhabilite à peu près 50-70 logements par an, quand la ville de Besançon a besoin d'en produire entre 4 et 500. Donc en fait on a bouché 10% du trou. C'est-à-dire qu'il nous reste 90% à boucher. La deuxième étape qu'on fait, c'est réhabiliter toutes les friches. Donc par exemple, on travaille, vous l'avez peut-être vu, sur la place Leclerc pour réhabiliter l'ancien gendarme atonique, faire des logements. On travaille sur l'enseigne Cyril Mounier qui est située au nord-est de la commune. On travaille, enfin je ne vais pas tous les citer, mais on travaille vraiment sur tous les sites qui sont des anciens sites qui ne servent plus, qui étaient à d'autres destinations initialement, pour les réhabiliter. Ça, c'est un intérêt, s'ils sont au bon endroit, on les réhabilite et en plus, on n'urbanise pas des sols. Donc c'est vraiment l'idéal. Et ensuite, les derniers points, c'est les grands projets urbains qui répondent. Alors là, à peu près, pour vous dire, la rénovation, c'est 10%, les friches, c'est à peu près 40%, quand on vient rénover nos friches, 40% de ces 500 logements qu'on doit produire. Et les grands projets qu'on développe sur la ville de Besançon, c'est les 50% restants. Ces grands projets, on en a 5 sur la ville de Besançon. On a donc un projet de développement au haut du Chazal, un projet anciennement sur les 408, un projet qui est bien connu, puisque très médiatisé, sur les Vettes, un projet sur Viotte et également un projet sur Saint-Jacques. J'ai fini par Saint-Jacques par choix, puisque effectivement c'était un projet qui était initialement livré au privé. On a fait le choix de le reprendre dans le giron public, parce que pour faire des logements qui soient à destination de tous, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans le public. Parce qu'on remarque une chose, et il y a plein de statistiques, je ne vais pas vous les donner, mais on remarque une chose assez simple, c'est que quand c'est développé par le privé, souvent ce qui est cherché par le privé, c'est des questions de fiscalité. Et donc ils développent des résidences seniors, ils développent des résidences pour les jeunes, et plein d'autres éléments, mais à chaque fois c'est des éléments qui sont défiscalisés, et à chaque fois il y a des énormes trous dans la raquette. Et typiquement, le gros trou dans la raquette qui n'est pas financé à l'heure actuelle par l'État, c'est les jeunes ménages, en l'occurrence dont je parlais tout à l'heure, et c'est ces gens qui partent. Donc si la ville ne se met pas à faire venir des jeunes ménages, bah, effectivement on les perd, on n'arrive plus à les faire revenir. Donc sur ces grands projets, ensuite, on a différentes ambitions, notamment le logement social. Sur l'ensemble de ces projets, on veut systématiquement 30% de logements sociaux sur les 5 projets dont je vous ai parlé. Ça, c'est quand même un choix fort, puisqu'il y a on est dans les clous de la loi SRU sur Besançon, c'était évoqué par Mme Coche juste avant. On est à 27% de logements sociaux sur Besançon, mais il faut quand même continuer à en produire, puisqu'il y a également cette mécanique de division des ménages dans le logement social, donc il faut quand même continuer à en produire. Donc on fait 30% de logements sociaux sur tous les projets. Et sur la question du logement social, on va plus loin sur le sujet. Je vais prendre l'exemple de Grette, sur lequel il y aura des premiers logements qui seront à la construction dès l'année prochaine. On a fait un choix fort là. On a dit qu'on allait faire de la mixité sociale. Mais d'habitude, quand on fait de la mixité sociale, il y a 5 immeubles. Et en gros, il y a 20% de logements sociaux. Donc, c'est-à-dire une personne sur 5. Et donc, en fait, il y a 4 immeubles qui sont à l'accession, qui sont vendus sur le marché. Et il y a un dernier immeuble qui est fait effectivement pour les bailleurs à destination des logements sociaux. Là, on a décidé de faire autrement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'immeuble dans lequel il y a un immeuble pour les bailleurs et un immeuble pour d'autres personnes. La mixité, elle se fera au palier.
C'est-à-dire que ça sera vraiment mix à hauteur de 30%, mais dans tous les immeubles de manière au palier. Cette question elle est importante puisque si on veut qu'il y ait une vraie mixité derrière et une vraie connaissance des personnes, le mieux c'est qu'ils vivent vraiment dans les mêmes lieux et qu'il y ait un échange qui soit global. Donc on intègre ces questions de logements sociaux dans le sujet, on essaie de les intégrer effectivement également au mieux possible. Et ensuite le dernier point sur le où, et j'en finirai sur ça, le où il est important pour les questions de mobilité. Et il est d'autant plus important que sur Besançon, si vous prenez l'agglomération, il y a 4 personnes sur 5 qui travaillent sur la ville de Besançon. Donc 80% des gens. Ce qui veut dire que quand vous êtes un couple qui travaille, vous avez, c'est de la probabilité, hein, mais vous avez 96% de chances qu'il y ait au moins une des deux personnes qui travaille sur la ville de Besançon. Donc en fait, statistiquement, si vous allez habiter sur un autre lieu, vous allez habiter loin, eh ben, vous serez également, on revient sur les mécaniques de transport, etc. Et donc du coup, il y aura un impact carbone qui sera plus important. Donc le lien avec où est l'emploi et où est-ce qu'on loge les personnes est également extrêmement important. Et ça, dans les choix du où est-ce qu'on produit du logement, on a également essayé de le prendre en compte. J'ai pas regardé le chrono, mais je dois être dans les clous. Et j'ai à peu près fait le tour sur tous les éléments, enfin pas sur tous les éléments, mais en tout cas sur les grandes tendances qu'on souhaite faire émerger sur les questions d'urbanisme, qui sont liées entre les questions de mobilité et les questions de logement sur la ville de Besançon et sur le Grand Besançon Métropole. Je vous remercie.